Le musée d'histoire de Marseille est un musée diachronique qui traite l'histoire de Marseille et de son territoire du Paléolithique à nos jours. C'est un musée dont l'histoire même est liée à l'archéologie, puisque le musée occupe aujourd'hui un espace qui a longtemps été une espèce de terrain vague que vous voyez apparaître sur cette image, à telle enseigne que les Marseillais appelaient ce quartier le quartier de derrière la Bourse, car vous avez l'immeuble de la Bourse qui est sur la Canebière, cet immeuble des années 1860, et ce quartier était devenu, faute de mieux, le quartier de derrière la Bourse. Et c'est Gaston Defferre, finalement, qui a donné une impulsion à ce que ses prédécesseurs n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire doter cet espace urbain, qui est un espace de 8 hectares, d'un programme. Donc on parle bien de ce secteur qui est ici. Le programme, le voilà. Alors aujourd'hui, c'est une architecture qui fait un peu crier, mais à l'époque, c'était le symbole de la modernité et du progrès. Et c'était un programme donc, signé du grand architecte Jacques-Henri Labourdette. Et aujourd'hui, les 3 tours que vous voyez sur la partie gauche de l'image ont finalement été construites. Le reste du programme a été aménagé, on verra bien pourquoi. Et les Marseillais appellent d'ailleurs ces 3 tours les tours Labourdette. C'est le nom de cet architecte, qui est un architecte présent en différents points de la ville. 2 images qui vous montrent un peu le avant-après, mais je passerai rapidement car je vous propose, après cette introduction, un approfondissement, disons, sur les fouilles de la Bourse, puisque c'est bien l'opération archéologique liée à la construction de cet ensemble qui a été un moment fort dans l'histoire de l'archéologie marseillaise. Et voilà donc une vue aérienne du musée qui est enchâssé, et c'est une grande particularité, le musée est enchâssé dans un ensemble urbain très complexe, puisque vous voyez qu'il est en communication immédiate avec des immeubles CMCI qui sont des immeubles de bureaux de la Chambre de commerce, avec un hôtel, avec un centre commercial que l'on appelle le centre bourse, mais aussi avec des parkings. Et le musée se retrouve donc dans un environnement complexe, et c'est une configuration tout à fait unique en France et même en Europe. Il n'y a pas d'autre musée de France qui soit à ce point-là inséré et enchâssé dans des activités qui ne sont pas strictement des activités culturelles. Un premier musée ouvre ses portes en 1983. Vous avez ici une image de l'ambiance qui régnait dans ce musée à son ouverture. Et puis, l'année capitale européenne de la culture en 2013 a permis à un certain nombre d'établissements à Marseille de bénéficier d'un renouvellement d'infrastructures. Et le musée d'histoire de Marseille a pu bénéficier ainsi d'un programme d'investissement de 25 millions d'euros, donc ce qui est une somme importante, évidemment, pour repenser une architecture, restaurer des collections, agrandir le parcours. Voilà un peu, vous avez une idée de l'ampleur des travaux que ce musée a pu connaître. Et il a rouvert ses portes donc en 2013, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans, dans une architecture et une muséographie tout à fait renouvelées. Ce musée lui-même est à la tête d'un petit réseau d'établissements qui, dans Marseille, forment ce que l'on appelle la voie historique. Et donc, il y a le musée des Docks romains, je vous en reparlerai dans un instant, mais aussi le mémorial de la Marseillaise, qui est un lieu entièrement dédié au récit de l'hymne national dans un ancien site de jeux de paume où la Marseillaise a été chantée d'ailleurs pour la première fois en 1792. Et puis le mémorial des déportations, vous le voyez à côté du Mucem, qui est lui un lieu que nous avons rouvert en 2019 et qui est consacré plutôt aux problématiques et aux tristes et aux sombres histoires à Marseille de persécution, notamment des Juifs, mais pas que, et de répression menée à partir de 1942-43 à Marseille. Le musée gère également un certain nombre de sites archéologiques qui sont dans la ville, et je les représenterai tout à l'heure dans une lecture un peu plus problématisée. Et puis il y a un dépôt archéologique municipal. On est dans une configuration un peu comme le musée de l'Art antique, c'est-à-dire un musée qui a aussi son service archéologique et des entrepôts pour stocker. Alors ceux d'Arles sont à Trinquetail, les réserves archéologiques du musée bleu, et pour nous, elles sont du côté du quartier de la Joliette, à Marseille. C'est un bâtiment de 5000 m² et qui est une ancienne savonnerie, la savonnerie du fer à cheval, et dont la ville s'est rendue propriétaire pour y stocker sur 6000 m² l'intégralité des fouilles archéologiques menées à Marseille depuis les années 1950. Donc on a à peu près 500 opérations archéologiques dont le produit des fouilles se trouve versé dans cet établissement. Et puis un centre de documentation. Alors, vous parliez de Dominique Garcia, le voilà à l'image, il viendra donc faire une conférence ici même, si j'ai bien compris, dans quelques temps. Dominique Garcia est un grand promoteur de l'archéologie aujourd'hui, et il a participé à un renouvellement
assez prodigieux du territoire d'intervention de l'INRAP et du positionnement de l'INRAP. Et il a énormément œuvré à la médiatisation de l'archéologie en France. C'est un Arlésien qui avait créé l'INRAP, Jean-Paul Demoule, que vous connaissez aussi bien à Rélat. Mais aujourd'hui, Dominique Garcia promeut l'archéologie dans toutes ses dimensions, y compris sur des périodes très contemporaines. On est dans un contexte qui est plutôt favorable et avec une médiatisation qui fonctionne plutôt bien pour l'archéologie. Les journées de l'archéologie, je pense que vous y participez même. Vous suivez ces journées en juin et qui ont un succès fou partout en France. Et puis l'architecture des musées archéologiques est de plus en plus incroyable. Je vous donne un exemple, mais c'est cette épave de Nanai 1 qui a été découverte à 30 km des côtes chinoises et, dans les années 80. Et les Chinois ont trouvé rien de mieux que de rapatrier le site archéologique à terre et de construire un bâtiment que vous voyez ici. Et l'archéologie consiste à fouiller une épave du XIIe siècle devant le public. Et donc c'est une archéologie spectacle en quelque sorte, très spectaculaire, dans une architecture très spectaculaire. Donc c'est ça l'archéologie aujourd'hui aussi. Ce sont des artistes. David Jaoui, qui est dans la salle, avait invité Mark Dion, qui est un artiste, un grand artiste américain, à venir réfléchir sur l'archéologie. Il avait fait un travail équivalent à Londres. Et c'est dire qu'il y a beaucoup d'architectes et beaucoup d'artistes qui font de l'archéologie une matière particulière aujourd'hui. Vous connaissez évidemment le musée de l'art antique, mais non loin d'ici, vous avez les musées de Narbonne ou de Nîmes qui ont bénéficié de grandes architectures. Norman Foster a livré un bâtiment magnifique à Narbonne. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez voir le musée de Narbovia. C'est vraiment une merveille de collection, bien entendu, mais aussi d'architecture, de muséographie. Et puis, d'autres musées un peu plus installés à la campagne sont aussi des éléments très intégrés dans le paysage et qui sont des promoteurs d'une archéologie scientifique, mais aussi une archéologie sociale, en quelque sorte, très intégrée à la ville. C'est un projet chinois auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer il y a 2 ans, et donc qui se situe sur les rives de la première capitale de l'Empire chinois. L'archéologie est aussi un laboratoire de technologie, et aujourd'hui les inventions, les innovations technologiques, très vite, trouvent une place dans l'archéologie, que ce soit la robotique, l'imagerie. L'archéologie est bénéficiaire de nombreuses technologies de pointe. Vous avez d'ailleurs sur l'image en bas à droite un fragment de l'épave Harlron 3 au moment où elle sort de son lyophilisateur sur le centre du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble. Donc c'est dire que les technologies et l'industrie nucléaire est mise également à contribution. Puis cette archéologie en France, elle est très territorialisée. Et la plupart des collectivités territoriales ont des services archéologiques qui sont des opérateurs permettant d'aménager le territoire tout en tenant en compte, en quelque sorte, de la composante archéologique. Ça ne fonctionne pas toujours. On va voir qu'à Marseille, il y a eu aussi, et il y aura incontestablement de sombres affaires, mais avec l'existence de services qui quotidiennement sont mobilisables sur l'aménagement du territoire, on limite les dégâts, en quelque sorte. Et puis, je vous parle essentiellement ce soir de l'archéologie terrestre, mais il ne faut pas oublier l'archéologie subaquatique, qui est très marseillaise, puisqu'elle est née à Marseille sous l'impulsion d'André Malraux dans les années 60. Et cette archéologie subaquatique, à Arles, elle n'a pas de secret pour vous, puisque vous avez le fleuve, vous avez le musée de l'art antique, et vous avez les meilleurs spécialistes de cette discipline qui sont ici, dans cette ville. Et à Marseille, on a aussi de belles équipes qui interviennent là où le droit français s'exerce, sur le littoral, c'est-à-dire 11 millions de kilomètres carrés, puisque c'est l'espace maritime français. 11 millions de kilomètres carrés où le potentiel archéologique est là. Alors, cette introduction pour arriver maintenant un peu plus à Marseille, c'est évidemment l'objet de ma conférence ce soir. J'ai intitulé ça une archéologie sous tension, parce que très clairement, la taille de cette ville, l'histoire de cette ville, les décisions prises politiquement dans cette ville, parfois ont pu compromettre l'archéologie ou ont pu négliger la dimension archéologique, mais pas toujours. La mauvaise réputation de Marseille n'est pas qu'au journal de 20 heures. Elle est aussi, dans les années 1835, dans la littérature, qui laisse à penser que cette ville, qui est une ville incontestablement antique,
On a de nombreux textes qui nous parlent de cette ville. Hérodote nous parle de la fondation de Marseille, Plutarque nous parle de Marseille, Troc-Pompée, bref, de grands auteurs de l'Antiquité sont passés ou compilent des récits liés à cette ville, et personne ne doute de son ancienneté. En revanche, on rigole un peu et on ricane un peu au XIXe siècle, dans les sociétés savantes, de la faiblesse et de l'absence quasi totale des vestiges. Marseille, ville antique sans antiquité, c'est une formule que nous devons à l'archiviste municipal de Marseille, Louis Méry, qui donne une conférence à l'Académie de Marseille le 6 septembre 1846 et qui, du coup, utilise cette formule choc. Et qui, d'ailleurs, est un peu une adaptation de la formule prononcée par le frère de Victor Hugo, donc Abel Hugo, à Marseille en 1835. Marseille, ville si antique, ne possède presque plus rien d'antique. Et cette espèce de litanie et cette image de la ville qui a perdu ses antiquités, aujourd'hui encore, un article de 2022 vous montre, dans je ne sais plus dans quel média, c'est peut-être la Marseillaise ou la Provence, peu importe, il est encore question de cette ville de Marseille qui n'a pas grand-chose à vendre en matière d'archéologie. Il est évident que quand on se promène dans les rues de Lyon, quand on se promène à Orange, à Arles, je n'ose même pas en parler ce soir, mais il est évident que vous pouvez assez facilement parler d'histoire antique, d'histoire romaine et de cette architecture. Quand vous êtes dans les rues de Marseille, c'est plus difficile, parce qu'il vous manque des édifices. Cette époque n'a pas laissé les traces aussi spectaculaires qu'elle a pu laisser dans ces grandes villes pour tout un tas de raisons. Tout d'abord, et ces images en témoignent de manière très spectaculaire, il y a eu des aménagements au XIXe siècle, les travaux haussmanniens, le percement de la rue impériale, qui est aujourd'hui la rue de la République. C'est l'image ici, très spectaculaire. Vous reconnaissez peut-être l'église Saint-Cana, qui aujourd'hui est à côté du musée d'ailleurs. Et vous avez une des photographies qui vous montre l'ampleur des travaux de démolition. Et à l'époque, l'archéologie urbaine et le suivi de ce genre d'opérations par les archéologues, conceptuellement, n'existait pas. Donc, on faisait des découvertes et des trouvailles au petit bonheur la chance, mais la ville de Marseille, malgré tout, à cette époque, et on va le revoir dans un instant, est déjà dotée d'une commission qui a vocation à superviser les grands travaux. Donc, nous avons dans nos collections des objets qui proviennent de ces opérations-là. Pour nous ramener un peu plus tôt dans le temps, 1943, le dynamitage des vieux quartiers de Marseille consiste à raser l'équivalent d'une superficie de 25 hectares, c'est-à-dire presque la moitié de la superficie de la ville antique. Elle est rasée, elle est dynamitée par les nazis, sur ordre direct de Hitler, puis tout ça transite jusqu'à la préfecture des Bouches-du-Rhône, et on appuie sur un bouton, au mauvais sens du terme, et ce quartier est entièrement dynamité. Pas de chance, ce quartier, c'est le quartier le plus antique de Marseille, et c'est là que se trouvaient donc les vestiges les plus abondants. Donc, il y a eu des opérations, et la ville a souffert, et ces quartiers de la ville antique ont souffert. Arles n'a pas échappé au bombardement américain de 1944. On sait très bien qu'il y a autour de l'amphithéâtre des quartiers eux-mêmes reconstruits, mais dans des proportions qui ne sont pas celles de Marseille, surtout dans ces quartiers. N'oublions pas non plus que Marseille est une ville qui a été assiégée par Jules César en 1949 avant. Jules César met à sac cette ville. Les Aragonais, en 1423, pillent Marseille et l'incendient en quasi-totalité pendant 4 jours. Donc, tout ça n'aide pas, évidemment, la conservation du patrimoine de cette ville. Donc, autre explication sur cette bizarrerie marseillaise d'une ville antique qui a perdu ses grands monuments, c'est aussi une ville dont l'activité portuaire a toujours été déterminante et a toujours pris le pas sur d'autres nécessités. Donc s'il a fallu installer un phare en lieu et place d'un temple antique, eh bien on rase le temple et on installe un phare car les enjeux de navigation et de repérage sont plus importants. Donc la ville s'est d'une part hyper concentrée dans un mouchoir de poche. Marseille, quasiment jusqu'à Louis XIV, c'est une petite ville de moins de 50 hectares. C'est à peu près la taille de Arles dans l'Antiquité. Et c'est vraiment sous l'impulsion de Louis XIV qu'il y a eu une première expansion, un premier plan d'urbanisme qui fait que la ville sort de son enceinte antique. Mais cette hyperconcentration d'une ville qui fonctionne non-stop depuis le VIe siècle avant notre ère fait que, il y a une usure naturelle des vestiges, un recyclage naturel du sous-sol qui fait que, quand on vient
construire et reconstruire cette ville. On revient sur les terrains géologiques. Quand vous êtes dans le quartier du Panier à Marseille, vous êtes quasiment, dans certains secteurs de la ville, vous êtes en train de marcher sur les trottoirs qu'empruntaient les Grecs et les Romains il y a 2000 ans. Il y a très peu de stratigraphie en place à Marseille en raison de cette récupération in situ et très opportuniste des matériaux de construction. Donc tout ça explique un phénomène qui fait que la ville a vu disparaître une partie de ses édifices. Pourtant, il y a une histoire de l'archéologie dans cette ville. Il y a une histoire de l'archéologie qui remonte formellement. On a dès le XVe, dès le XVIe siècle, dans les archives, des mentions de trouvailles faites par des érudits. Mais la grande évolution majeure dans l'historiographie marseillaise, c'est la publication en 1642, puis en 1696, par la famille de Ruffi, père et fils. Donc Antoine de Ruffi, le père, et Louis-Antoine de Ruffi, le fils, ont publié en 2 volumes une histoire de Marseille, depuis ses fondations jusqu'à nos origines. Et eux-mêmes, dans leurs écrits, font allusion aux découvertes archéologiques et sont les premiers à se plaindre des pillages archéologiques et de la dispersion du patrimoine archéologique dans Marseille, qui ne leur permet pas d'écrire convenablement l'histoire antique de Marseille. Donc déjà, au XVIIe siècle, des intellectuels sont conscients que cette ville a perdu une partie de sa mémoire antique, à jamais en quelque sorte, sauf que ces collections, aujourd'hui, on est en train de réaliser qu'elles ne sont pas très loin. Pour certaines, elles ont été vendues à Aix-en-Provence. Vous avez dans les collections du musée de l'art antique des collections marseillaises qui ont été achetées, offertes, vendues, pillées. Et donc, on est en train de mener actuellement une enquête pour recartographier en quelque sorte des collections qui étaient des collections marseillaises, d'objets trouvés à Marseille, mais qui ont été vendus ou dispersés ainsi. Puis vous avez Grosson également. Ruffi et Grosson sont un peu les 2 grandes références dans l'historiographie marseillaise, d'historiens qui ont cherché à compiler les sources et qui ont utilisé à la fois les textes et les objets archéologiques pour formuler une histoire globale de Marseille. L'Académie est créée à Marseille en 1726. Évidemment que l'Académie aura, comme ici à Arles, une impulsion importante s'agissant de promouvoir l'archéologie. Et en 1830, la ville de Marseille crée une commission chargée de surveiller les grands travaux d'aménagement urbain. C'est une surveillance qui se fait un petit peu à distance. Ça n'a pas du tout les méthodes et l'énergie d'aujourd'hui, et le cadre réglementaire n'existe pas du tout. Il n'empêche qu'on considère que la première grande fouille archéologique menée à Marseille, dans des méthodes qui sont un peu celles qu'utilisent nos archéologues aujourd'hui, avec une documentation de l'opération, avec des relevés systématiques, avec une notion de stratigraphie, ce sont les fouilles du bassin de carénage en contrebas de l'abbaye Saint-Victor. Vous connaissez, vous voyez peut-être cet espace-là. Et on a là des minutes de fouilles, et on a là quelque chose qui ressemble à un chantier de fouilles, tel qu'on commence à les considérer. Et nous avons un gisement archéologique de première importance ici. C'est la même année où se crée au Collège de France la chaire d'archéologie. Vous voyez, c'est une époque. Et c'est d'ailleurs Champollion qui va être le premier à occuper la chaire d'archéologie. Il a déchiffré 10 ans avant la pierre de Rosette, et il sera le premier à occuper la chaire d'archéologie au Collège de France. La photo que vous voyez ici, elle n'est pas très bonne, mais en tout cas, elle montre la visite de la commission des monuments historiques à Marseille lors de la découverte d'un fragment d'un mur. À ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est. On saura 50 ans, 60 ans plus tard ce à quoi ça correspond. Et donc ce mur de Crinas, c'est ainsi qu'on l'appelle à l'époque, est classé monument historique en 1914. Et puis on rebouche tout ça et on oublie. Et il faut attendre les années 70, 1970, pour revenir sur ce secteur-là et comprendre que finalement, ce petit morceau de mur qu'on assimile à quelque chose qu'on ne comprend pas trop est en réalité une partie du rempart hellénistique de la ville de Marseille. J'ai fait une sélection, mais désolé, c'est malgré tout un petit peu lourd. Les fouilles de Fernand Benoît, je vous montrerai quelques photographies. Et Fernand Benoît a été patron des Antiquités en Provence. Il a été très actif à Arles, très actif à Nice, très actif à Marseille. C'est un homme qui mérite vraiment qu'une exposition lui soit consacrée. Et Fernand Benoît a donc été à Marseille un auteur de nombreuses fouilles en lien avec la reconstruction de Marseille, dans les quartiers justement détruits que je vous ai présentés.
Mais à Marseille, on invente aussi l'archéologie sous-marine. Jacques-Yves Cousteau et Gagnan, qui ont commercialisé dans les années 50 le scaphandre autonome, vont mettre au point une discipline qui est l'archéologie subaquatique. Et Marseille va en être incontestablement une capitale. Et il y a donc des allers-retours qui se font entre des archéologues terrestres et des archéologues subaquatiques, qui sont finalement des personnalités qui, dans une même ville, échangent beaucoup. Et André Malraux et donc Fernand Benoît ont été très, très liés dans cette discipline. Donc en 1966 est créé au Fort Saint-Jean, aujourd'hui le MUSEM, le DRASM, qui maintenant est installé à l'Estac, comme vous le savez peut-être. Les fouilles de la Bourse auront été quelque chose de absolument exceptionnel et il y aura vraiment eu un avant et un après fouilles de la Bourse. Je vous montrerai des images dans un instant. Et puis l'ancêtre de l'INRAP, que l'on appelait l'AFAN, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, est né à Marseille. C'est à Marseille qu'on a décidé, que l'État a décidé de se doter d'un opérateur, à l'époque associatif, mais qui deviendra en 2002 l'INRAP. Donc Marseille a été effectivement très active, malgré l'absence de ses vestiges, malgré un peu ces polémiques dont elle était un peu victime. On inaugure le musée d'histoire de Marseille en 1983. La ville va créer 2 postes d'archéologues municipaux en 1985. C'est 10 ans après Arles. Arles aura créé en 1974 2 postes. Arles est une des premières villes, avec Lyon, Chartres, à avoir créé des postes d'archéologues municipaux. Marseille traîne un peu, mais il y a depuis donc un service archéologique municipal. Et tout ça a permis de réaliser une cartographie des fouilles dans cette ville, qui, vous le voyez, est une cartographie où finalement les secteurs anciens de la ville sont plutôt bien documentés. Et à défaut d'avoir de grands monuments antiques, les opérations archéologiques et la carte archéologique de Marseille, elle, est quelque chose de bien vivace. Je vais vous l'illustrer du coup maintenant en vous proposant un balayage en quelque sorte, un catalogue de différents contextes archéologiques que l'on peut trouver dans cette ville en montrant des cas de figure différents à chaque fois. Là, vous avez donc 2 images qui, un peu d'un même point de vue, une image de restitution de Jean-Marie Gassin, qu'on connaît bien ici à Arles, puis qui font partie des auteurs qui nous ont proposé des portraits de cette ville à différentes époques. Un premier cas de figure, ce sont des sites qui ont été détruits, mais dont nous avons pu conserver du mobilier qui a pu être extrait, et du mobilier spectaculaire, puisqu'il s'agit d'épaves. Vous voyez sur l'image en bas, vous avez donc l'opération en 1993, se situe à 2 pas de l'hôtel de ville de Marseille, lors de la construction d'un parking souterrain. Et à Marseille, chaque parking souterrain, vous l'imaginez, on est ici à 2 pas du parking d'Arles, et les fouilles du jardin d'hiver à Arles, dans les années 70, ont aussi permis de mettre au jour tout un quartier celto-ligure à Arles. À Marseille, c'est la même chose. Les parkings font la joie des promoteurs, mais aussi un peu des archéologues parfois, puisqu'on rentre profondément dans le terrain et on va aller jusqu'au terrain géologique. Et pour le site de la place Jules Verne, vous avez du coup une fenêtre de à peu près 800 mètres carrés qui, de l'époque contemporaine, descend jusqu'à la fondation de Marseille. Et vous avez du coup un regard, un hublot en quelque sorte, sur 2600 ans d'histoire maritime de Marseille, puisque vous êtes sur un secteur de plage. Et une plage sur laquelle vous avez des chantiers navals, vous avez des entrepôts, vous avez toute la vie économique de Marseille qui se concentre comme ça sur un petit site archéologique où une quinzaine d'épaves ont été découvertes, abandonnées les unes après les autres, depuis les épaves d'époque archaïque, c'est-à-dire du VIe siècle avant notre ère, jusqu'à des épaves de la fin de l'époque romaine. Donc, un site exemplaire, mené par des archéologues, je pense notamment à Patrice Paumet, qui était un spécialiste de l'architecture navale, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre. Il nous a quittés il y a quelques années, mais Patrice Paumet a été l'inventeur de nombreuses épaves, et vous le voyez d'ailleurs ici à l'œuvre, en train de préparer
le démontage et l'évacuation d'un certain nombre d'épaves qui sont des bateaux, pour la partie gauche de l'image, qui sont des bateaux d'époque archaïque, et sur la partie droite sont des bateaux d'époque romaine. Et ces bateaux ont bénéficié d'une mise en valeur dans le musée, qui, vous le voyez, se font de manière différente, à la fois dans le musée, en bas à gauche, et puis sinon dans le site archéologique devant le musée, avec des reconstitutions sous forme d'exosquelettes de ces bateaux à l'échelle 1 pour leur redonner vie en quelque sorte. Un autre site lié à l'aménagement d'un parking souterrain, le parking de Malaval, dans le quartier de la Joliette, a permis de mettre au jour une basilique funéraire, c'est-à-dire une église du 5e, 6e siècle de notre ère, entièrement fouillée, en tout cas le cœur de cette église a été entièrement fouillé, et on est là face à une sépulture collective extraordinairement bien conservée, sur différentes époques, et présentant différents types d'inhumations autour d'une structure que l'on voit apparaître ici. On voit qu'elle se détache par les plaques de marbre, déjà, qui recouvrent cette sépulture. Et cette plaque de marbre correspond à la couverture d'un sarcophage d'un personnage illustre dont on a perdu le nom. On imagine un grand ecclésiastique, on imagine un dignitaire religieux, en tout cas marseillais, et qui a nécessité qu'on cherche à venir se faire enterrer au plus près de sa tombe. C'est le phénomène que l'on connaît à Arles avec les Aliscans, ce que l'on appelle une inhumation ad sanctos, c'est-à-dire au plus près du saint. Et ce cimetière de la petite basilique funéraire de Malaval a été entièrement fouillé et il a été déplacé à l'intérieur du musée. Donc vous avez carrément un site archéologique. C'est un peu ce que les Chinois ont fait, j'en parlais tout à l'heure, avec l'épave qui était à 30 km au large et qui a été ramenée à terre. Et bien là, le site archéologique a été démonté et reconstitué à l'intérieur du musée avec des éléments de médiation, des maquettes, des plans, des vidéos, des reconstitutions 3D, permettant bien, de pénétrer en quelque sorte les mystères de cette église. Vous avez également des sites qui ont été fouillés, détruits et un peu abandonnés dans la ville ou intégrés plus ou moins adroitement à des aménagements. On avait, lors des observations et des fouilles de Fernand Benoît, vous voyez, Fernand Benoît fouille des décombres, il fouille des quartiers qui ont été dynamités et il s'arme d'un courage, lui et ses ouvriers extraordinaires, pour faire un travail, quasiment un travail de mineur, à l'intérieur de ces terrils de vestiges, et il va donc dégager, puisqu'il sait très bien que nous sommes là au plus près des vestiges de la ville antique, et il va permettre de dégager une partie de la cavea, c'est-à-dire des gradins du théâtre grec de Marseille, qui, vous le voyez là, ont été intégrés à la cour du collège Vieux-Port à Marseille. Et le bâtiment que vous voyez là, c'est la cour d'un collège, vous avez d'ailleurs un terrain de sport juste à côté, et l'hémicycle a été évoqué en quelque sorte. Ce n'est pas le site archéologique en tant que tel, mais c'est une évocation que l'architecte a proposée pour l'aménagement de ce collège. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce vestige, qui était un odéon, comme on peut l'imaginer à Lyon, sur les pentes de Fourvière, eh bien, ce vestige, évidemment, a disparu à jamais. Il a été absorbé dans l'urbanisme moderne, mais aussi sous les bombardements du XXe siècle. Voilà une image assez spectaculaire. Quand je vous dis que la ville a été rasée, ce n'est pas une image. Vous avez là quelque chose qui vous montre le résultat après dégagement des vestiges. Donc là, c'est une photographie qui date des années 1947-1948 et qui, au pied, donc, vous avez sur la partie droite la rue Caisserie, pour celles ou ceux qui connaissent bien Marseille, et puis l'autre partie du quartier du Panier, qui est ici. Vous avez au fond l'église Saint-Laurent, qui se trouve en face du Mucem aujourd'hui, et vous avez les bâtiments militaires ici, donc vous voyez la toiture, qui correspondent aujourd'hui au Mucem, pour vous faire une petite idée de cette image qui est assez spectaculaire. Et c'est donc là que Fernand Benoît a un terrain de jeu. Alors malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps, puisque les aménageurs sont là, et vous voyez l'image d'après, eh bien, on voit déjà les immeubles commencer à sortir de terre, les immeubles de la reconstruction de Marseille, et qui constituent des opportunités pour réaliser des petites interventions archéologiques dans des secteurs de la ville
qui, donc, une fois de plus, sont des concentrés de vestiges de l'époque liés à la fondation de la ville et jusqu'à nos jours. Et puis sont décidés quelques aménagements, comme par exemple celui-ci. Celui-ci, c'est un aménagement dans la crypte d'un immeuble de la reconstruction. Vous voyez ici les poteaux en béton, et qui sont venus ménager dans le sous-sol de cet immeuble un site archéologique qui est donc un entrepôt d'époque romaine, un entrepôt à Dolia. Vous voyez alors, des gamins qui passent dans ce musée ont l'impression d'avoir des œufs de dinosaures, c'est ce qu'ils nous disent. Pour certains, je vous rassure, ce ne sont pas des œufs de dinosaures, ce sont des dolias, c'est-à-dire de grandes jarres qui permettaient le stockage notamment du vin. David Jaoui dans la salle qui pourra en parler mieux que moi. Mais en tout cas, il y a là un site archéologique qui aurait pu être parfaitement détruit, vous imaginez bien. Eh bien, sous l'impulsion de Fernand Benoît, de André Malraux, du maire de Marseille aussi de l'époque, et de Fernand Pouillon, bref, des architectes aussi qui se sont battus pour cela, eh bien, quelques vestiges ont pu être miraculeusement préservés. Donc, il faut se réjouir évidemment de ces initiatives. À Arles, il y a eu, à Trinquetail, avec Rochefleur, il y a des petits sites archéologiques qui ont été préservés dans la ville, qui pour l'instant ne sont pas tous accessibles. Vous avez les mosaïques du Crédit Agricole qui sont non loin d'ici. Donc il y a bien eu aussi à Arles, un petit peu après, des tentatives de maintenir in situ des vestiges. Après, la conservation in situ est une chose, mais la possibilité d'accéder et de faire accéder le public à ces vestiges, c'est autre chose. Vous avez également dans ce petit catalogue des sites archéologiques marseillais, là vous voyez, on est sur la commune de Marseille. Marseille n'est pas qu'une ville minérale, c'est une ville, c'est un parc national et c'est une grande ville, certes, mais aussi un peu à la campagne, en fonction de l'endroit où on la regarde. Et donc là, nous sommes du côté de la vallée de l'Uvonne, c'est-à-dire en direction de l'est marseillais, en direction de Aubagne, et vous avez donc un fleuve, le fleuve de l'Uvonne, qui se jette donc directement dans la mer et qui est un axe de circulation majeur depuis la préhistoire pour relier l'Est et l'Ouest. Et donc cet axe a une constellation de sites archéologiques tout au long de cette vallée, et les sites de hauteur sont des sites archéologiques qu'on appelle des oppidas. Et celui-ci, donc vous avez au premier plan de cette image un oppidum qui culmine à peu près à 20 mètres de haut par rapport au niveau actuel du fleuve ou de l'autoroute, qui est l'autoroute reliant Aubagne à Marseille. Et vous avez là donc un site archéologique dont est conservé sur la partie droite de l'image, vous le voyez, quelque chose qui est un entassement de pierre. Croyez-moi, c'est un rempart qui est presque contemporain de la fondation de Marseille. Et vous avez là un site qui est ce que l'on appelle un éperon barré, c'est-à-dire vous avez là donc, en construisant un rempart ici, eh bien vous mettez à l'abri toute une population derrière qui se trouve sur un plateau protégé d'éventuels assauts. Et donc ce site est occupé dès le VIe siècle avant notre ère et sera continuellement occupé à l'époque romaine jusqu'à des aménagements. Vous avez ici les vestiges d'une ferme du XVIIe siècle qui est là. Donc ce site, vous le voyez, il ne croule pas sous le lapidaire archéologique, mais on en fait un lieu de préservation de la biodiversité aussi à Marseille, et on est en train de l'aménager, ce site archéologique, avec un discours tout à la fois sur l'environnement, le paysage, l'archéologie et les enjeux de préservation de la biodiversité à Marseille, évidemment. Donc, et avec un arrière-plan magnifique, vous avez derrière tout le pays de Marcel Pagnol qui se déroule, et vous pouvez donc raconter tout un tas d'histoires, depuis la libération de Marseille, puisque vous avez aussi là les grands bunkers utilisés par l'armée allemande du côté de Saint-Tron, et la libération de Marseille s'est faite là, devant ce site archéologique. Et on a également, pour la petite histoire, beaucoup de visiteurs qui viennent sur ce site, parce que de là, on a une vue extraordinaire sur le centre d'entraînement des joueurs de l'OM, et donc on a les passionnés de football, qui sont peut-être pas forcément là pour l'archéologie, mais ils sont là quand même, et de temps en temps on arrive à les attraper pour leur parler un peu, pour détourner leur regard et leur parler un peu de la fondation de Marseille, même s'ils viennent plutôt quand même voir les joueurs de l'OM.
On a également des petits sites qui ont une période d'occupation beaucoup plus limitée. Là, vous avez au premier plan de cette image, ici, vous voyez là, un petit ensemble assez orthogonal, assez orthonormé. C'est un village pré-romain, on est dans les années 200 avant notre ère, qui n'a été utilisé que pendant une génération, à peu près pendant 50 ans. Et ce site est intéressant car il est le témoin d'une romanisation, en quelque sorte, plutôt d'une hellénisation du territoire, puisque le site a été détruit assez brutalement, il y a eu donc un assaut en quelque sorte, et on est à la limite du territoire de la ville de Marseille, de la ville grecque de Marseille, et là on est sur les hauteurs, on est sur les franges qu'on pourrait dire gauloises. Et donc ce site est témoin d'un aménagement du territoire qui ne s'est pas toujours fait dans la joie et dans la bonne humeur. Il faut imaginer aussi que tout ça a pu se faire avec un peu de violence. Et d'ailleurs, vous avez aussi, c'est pour la petite histoire, vous avez la cité de la Castellane, vous voyez, qui est juste là, en contrebas. Donc deux petits habitats agglomérés qui se regardent comme ça, un peu en chien de faïence, mais que 2000 ans, en quelque sorte, séparent. Regardez l'évolution de la végétation. Vous avez là une photographie de cette colline au début du XXe siècle, qui était en fait une colline entièrement boisée, et qui, sous l'effet de l'urbanisation, a évidemment été aujourd'hui, et qui est totalement nue, et très, très, très soumise à la pression foncière et immobilière, puisque vous avez là une des plus belles vues sur la rade de Marseille, et donc des promoteurs iraient bien planter le drapeau sur ce site archéologique. Donc les habitants veillent, et il y a régulièrement comme ça des pétitions des habitants qui se préoccupent de ces sites. Marseille a peu d'antiquités visibles dans sa ville, du coup, parfois elle se livre à des aménagements un peu hasardeux. Vous reconnaissez peut-être l'hôtel de ville, ici sur l'image. Bien, juste derrière l'hôtel de ville, vous avez des éléments qui correspondent à des termes d'époque romaine, qui ont été fouillés lors du réaménagement de cette place. On a appelé ça les fouilles César, puisqu'il était question alors de réaliser un musée pour l'artiste César, l'artiste marseillais, le sculpteur César. Et donc ce projet qui a été avorté a donné lieu à des fouilles importantes qui ont permis de mettre au jour un ensemble monumental de termes du 1er siècle. La place Jules Verne dont je vous parlais tout à l'heure avec les découvertes des épaves, c'est ici, voyez-vous. On devine quelques oliviers sur des pots, c'est là. L'archéologie ne s'arrête pas à l'époque romaine, vous le savez bien, on parle d'une archéologie industrielle, on parle même aujourd'hui d'une archéologie des conflits, et des conflits de la Première et de la Seconde Guerre mondiale qui ont livré des traces. L'archéologie industrielle à Marseille, vous l'imaginez bien, c'est quelque chose d'important. Et dès lors que vous quittez un petit peu l'hypercentre-ville, et que vous allez dans des quartiers qui peuvent être les quartiers des Calanques, ou les quartiers, aujourd'hui quartier nord de Marseille, vous êtes rapidement face à des infrastructures industrielles, de savonnerie, d'industries liées à la production de la soude, liées à la production de la chaux, et vous avez des installations que vous voyez là, de fours à chaux, des années 1850, lorsque Marseille explose du point de vue de son urbanisme, et il faut bien construire cette ville, et il faut de la chaux, du coup, pour faire tous ces aménagements urbains. Et donc, la ville est ponctuée et est encerclée, en quelque sorte, de sites qui sont, pour certains, en plein parc des Calanques. Il faut imaginer ce qu'est l'industrie et la pollution dans cette ville de Marseille, depuis des zones qui sont aujourd'hui des zones qu'on vient visiter pour leur qualité environnementale et qui, il y a un siècle, étaient des repoussoirs dans lesquels personne n'osait aller, car on déversait de la soude et on respirait un air absolument abominable dans les Calanques il y a 150 ans. Donc ça fait un peu bizarre aujourd'hui de le dire, mais l'archéologie témoigne évidemment de toute cette archéologie industrielle. Et nous, au musée, nous sommes soucieux évidemment de préserver les vestiges de cette archéologie industrielle. Et ça se fait avec des habitants, avec des étudiants de l'école d'architecture que vous voyez ici faire des relevés. Et on a la chance d'avoir à Marseille un réseau de comités d'intérêt de quartier. Il y en a quelques-uns à Arles. Mais Marseille a quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'il y a 200 comités d'intérêt de quartier dans cette ville qui sont tous très engagés, très mobilisés s'agissant de la défense du patrimoine dans la ville. Donc bien régulièrement, on a des alertes, on a des mails, on a des coups de fil de CIQ qui veulent s'assurer que les travaux menés par EDF
ou je ne sais quel opérateur sont bien sous contrôle. Donc ça permet de réaliser une cartographie un peu en dehors de l'hypercentre-ville, mais sur des sites d'une autre époque. Et puis de temps en temps, ça se passe mal, ça se passe très mal. Là, les fouilles de la Corderie à Marseille, vous en avez peut-être entendu parler, en 2017, la ville a cédé un terrain à la société Vinci pour la construction d'un immeuble. La construction de cet immeuble a nécessité un diagnostic archéologique, puis une fouille archéologique. Cette fouille archéologique s'est révélée importante, très importante même, puisqu'elle a mis au jour les vestiges que vous avez là d'une carrière qui est quasiment contemporaine de la fondation de cette ville. C'est-à-dire que c'est là, entre autres, pas que là, mais là, que eh bien, les anciens sont venus chercher de la pierre, du calcaire, pour construire sur l'autre rive de Marseille eh bien, des blocs d'un calcaire pas d'une grande qualité. Cette carrière a été abandonnée à plusieurs reprises, mais reprise à l'époque romaine, etc. En tout cas, voilà ce que les archéologues ont livré sur le bureau de la ministre de la Culture. Je crois que vous la connaissez, c'est Françoise Nyssen à l'époque. Et Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a donc pris la décision de classer au titre des monuments historiques ce site. Mais ça n'a pas empêché malgré tout le promoteur Vinci de poursuivre son aménagement avec une espèce de compromis qui a été trouvé, qui consistait à dire qu'on allait malgré tout préserver et faire notre possible pour préserver ce qui pouvait l'être. Aujourd'hui, voilà le résultat. Cette photo, je l'ai prise la semaine dernière, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait récente. Et vous avez donc un élément de la carrière, ici, sous ces draps. Donc c'est un linceul, vraiment, on peut dire ça comme ça. Et vous avez donc un site archéologique qui ne manquait pas d'intérêt, bien entendu, mais qui, pour des raisons à la fois de conservation, et on peut parfaitement comprendre la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de conserver en plein air un site archéologique pareil. Donc, il ne faut pas non plus crier au scandale. Les archéologues ont fait un travail remarquable, le site a été fouillé remarquablement, la documentation a été faite, des modèles 3D existent et permettront plus tard de... Et le compromis qui a été décidé consiste à intégrer dans un aménagement qui est en cours, ce n'est pas une photo définitive, je vous rassure, mais dans un aménagement qui est sur une parcelle privée, parce que le terrain que vous voyez là appartient à l'immeuble qui a été construit, qui est juste à côté. D'où la difficulté de mettre d'accord des propriétaires qui se trouvent du coup en lien avec un site archéologique, classé monument historique. Bref, vous voyez la difficulté de trouver des compromis. Donc les compromis, nous sommes en train de les travailler, et nous sommes en train d'aménager, la ville de Marseille aménage dans la partie au fond de l'image, un square de 2500 m² qui va être un petit jardin public de proximité, un jardin de quartier, dans lequel le musée d'histoire va venir raconter l'histoire de Marseille, de cette parcelle, de ce site archéologique, pour quand même préserver le souvenir de tout ça et considérer que l'archéologie n'est pas non plus totalement oubliée dans cet aménagement. Vous avez les habitants de l'immeuble qui sont très heureux de cette situation parce que du coup ça liquide une situation, pour la majorité en tout cas, puis des associations de défense du patrimoine qui elles ne sont pas très heureuses. Donc vous voyez, on ne peut jamais vraiment créer le consensus dans ces sujets-là. Mais voilà un exemple assez révélateur de la difficulté dans une ville comme Marseille de mener des opérations d'aménagement. Il faut bien loger les gens. La ville a une pression foncière évidemment importante. Et l'archéologie, la découverte de l'archéologie, peut-être, ne permet pas de stopper net toute velléité d'aménagement. En tant que fonctionnaire de cette ville de Marseille, je ne peux pas non plus m'exprimer au-delà, évidemment, j'ai un petit devoir de réserve, mais en tout cas, un peu objectivement, je vous montre une image qui est celle d'un site en cours d'aménagement, qui est le résultat d'un certain nombre de compromis qu'il a fallu trouver. Et on arrivera quand même, à terme, une fois que ces draps auront été levés, on arrivera à voir des morceaux de la carrière, et nous sommes en train de réaliser tout un ensemble de solutions pour mettre en valeur ce site. Un petit détour quand même par le site de la Bourse, je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement. C'est un site là qui, à bien des égards, a marqué à jamais l'histoire de l'archéologie en France. On considère, et les archéologues aujourd'hui considèrent qu'il y a eu un avant et un après fouille de la Bourse. C'est là que
des aménageurs, des archéologues et des politiques ont discuté réellement sur une opération d'ampleur pour la première fois. Ces politiques, c'était Gaston Defferre, pas n'importe qui, c'est André Malraux, pas non plus n'importe qui, et puis l'Université Aix-Marseille, des archéologues chevronnés, qui se retrouvent finalement dans un terrain et dans quelque chose qui avait quand même très très mal commencé, parce que Gaston Defferre n'avait pas été très tendre, comme vous le voyez. Ce n'est pas pour 4 petits cons d'archéologues que je vais renoncer à un chantier qui va transformer ma ville. 1967. Gaston Defferre, du coup, organise un vote. Alors je vous laisse découvrir la subtilité du vote, c'est-à-dire que c'est une espèce de référendum qui vous demande à choisir entre la vie ou la mort, quasiment. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes contre l'emploi? Est-ce que vous êtes contre l'idée qu'il y ait des parkings dans cette ville? Est-ce que vous êtes contre la maison de la culture? Est-ce que vous êtes contre la restructuration du centre-ville? Ou est-ce que vous préférez finalement qu'un site archéologique écrase tout ça? Le résultat de ce référendum, étonnamment, vous pensez bien, a montré que les Marseillais étaient plutôt pour le futur et étaient effectivement plutôt favorables à son idée. Donc il pensait que l'affaire était gagnée. Et puis il a organisé des journées portes ouvertes, et c'est là que les choses ont dérapé et que les Marseillais ont commencé à se prendre de passion pour ce site archéologique, et qu'il y a eu une pression telle que Gaston Defferre finalement est devenu un peu plus ami avec les archéologues, et des aménagements ont donc pu être trouvés, des compromis ont donc pu être trouvés pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Mais c'est pour vous dire que l'archéologie urbaine, cette discipline aujourd'hui qui est encadrée par des textes, avec l'INRAP qui intervient, des aménageurs qui payent une taxe, bref, tout ça est parfaitement orchestré dans la politique publique. Dans les années 70, ce ne sont absolument pas la réglementation en archéologie n'est pas mise en place. Vous avez une loi de 1941, la loi Carcopino, qui positionne le statut des biens archéologiques. Vous avez de 1913, mais vous n'avez rien sur l'archéologie urbaine à proprement parler. Et c'est donc à Marseille que l'on va faire des compromis et que l'on va considérer que oui, un site peut être fouillé, peut bénéficier ensuite d'aménagements et que l'architecture peut aussi discuter et dialoguer avec l'archéologie. Et c'est là que le musée d'histoire est né. Le musée d'histoire était finalement un compromis qui a consisté, pour la mairie de Marseille, à proposer à ce que dans ce centre commercial, qui est à l'origine de tout ça, c'est la construction de ce centre commercial qui a déclenché ces fouilles, et bien que dans ce centre commercial, il y ait peut-être un peu moins de places de parking, mais qu'il y ait finalement un musée qui trouve sa place et qui soit donc le résultat d'un compromis. De la même façon, voilà un petit peu un plan des vestiges. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous commenter tout ça, mais en tout cas, nous avons des vestiges qui courent sur une époque du IVe siècle avant notre ère, avec des vestiges d'enclos funéraires, jusqu'à des vestiges de caves du XVIIe siècle. Vous avez sur ce site-là, sur 1 hectare, un concentré extraordinaire de vestiges qui vous témoignent de cette cité. Des vestiges conservés, des vestiges qui ne le sont pas. Vous avez donc ici, dans cette tache de couleur au centre, le site archéologique qui a été conservé. Puis vous avez sur la périphérie de l'image des structures que vous voyez apparaître en filigrane, une sous les actuelles Galeries Lafayette, une autre sous l'actuel musée d'histoire, qui sont des vestiges d'entrepôts, qui sont des puits, des structures agricoles de l'époque grecque, de l'époque romaine, des structures funéraires, puisque nous sommes à l'extérieur de la ville, eh bien, qui ont été fouillées et rendues aux aménageurs, de sorte que l'aménageur puisse construire dessus. Donc ce plan, il vous montre un peu le résultat du compromis qu'a été cette opération. Et puis, l'archéologie ne s'arrête pas définitivement. En 2019, on a fait une découverte extraordinaire. On a découvert un nouveau monument, alors qu'on était en train de faire la requalification de l'entrée du musée d'histoire de Marseille. Voilà un vestige d'un enclos funéraire du IVe siècle avant notre ère. Vous n'en avez pas en Europe. Il faut aller, vous en avez en Grèce bien entendu, il faut aller à Délos pour voir l'équivalent de ces enclos avec ce que l'on appelle un monument à triglyphes, qui est un vestige architectural, vous voyez, très bien conservé. Tout ça est sorti un beau matin, alors que nous étions en train d'installer des réseaux d'électricité dans le jardin. Donc pour vous dire que, voilà, il ne faut pas désespérer, il y a encore de quoi, dans ce site archéologique, devant le musée d'histoire, considérer que nous avons ici une petite réserve. Le bassin d'avitaillement aussi a fait l'objet d'un aménagement. C'était l'endroit où on captait l'eau, où on filtrait l'eau de source pour pouvoir l'acheminer sur les bateaux avant qu'ils ne partent en mer faire leur traversée.
Donc voilà des images qui vous montrent un aménagement plutôt abouti sur la partie droite. Voilà une photo qui est faite depuis nos bureaux. Nos bureaux au musée d'histoire de Marseille donnent sur le site. Et vous avez donc un site qui a été entièrement réaménagé, un escalier qui a été créé, voyez-vous, pour que le musée et le site archéologique, qui est un peu la première salle du musée d'histoire de Marseille, on considère que c'est un peu ce que devait être l'hippodrome pour le musée de l'Atlantique. À l'époque où le musée a été construit là-bas, on pensait que le cirque serait aménagé, la voie rapide, tout ça n'existait pas encore quand on a pensé le musée. Puis voilà quelques images qui vous montrent que ce site a aussi bénéficié de très nombreux aménagements. Donc pour conclure, si vous voulez, je pense que vous l'avez compris, non, Marseille n'a pas perdu toutes ses antiquités. Certes, la ville antique est encore présente, selon des modalités et dans des formats, des formes qui ne sont pas celles qui sont les vôtres à Arles, qui sont votre paysage naturel à Arles, mais il faut effectivement un peu plus faire preuve d'imagination à Marseille, mais les vestiges sont là, à portée de main, et on en découvre encore, et tous les jours, un peu plus. Donc nous avons une carte archéologique qui se construit sur le temps long, et puis vous avez des enjeux de restitution, bien entendu. Vous avez là une maquette qui est présentée dans le musée, qui vous montre un petit peu un portrait de la ville. Petit à petit, les pièces du puzzle se remplissent. Et on a encore des hypothèses, on cherche encore l'agora. On a une inscription dans le musée qui nous parle du stadium. Il y a donc un stade à Marseille, qui est un équipement sportif de grande taille, qui est forcément à l'extérieur de la ville. Où est-il? On ne l'a pas encore trouvé. Mais qui sait, peut-être que demain, on arrivera à faire des découvertes. Y avait-il peut-être un hippodrome? On n'en sait rien. Les enjeux de la restitution sont importants. Là, on a travaillé sur un modèle 3D aussi de la ville de Marseille, donc avec une émission parue là, avec la chaîne RMC Découverte. Donc, avec ces images, évidemment, on progresse, y compris dans la pédagogie. Et nous sommes en ce moment en train de travailler avec Jean-Claude Golvin, que vous connaissez bien à Arles, bien sûr. Et Jean-Claude Golvin, nous lui avons passé commande de 5 images. Et donc là, je vous livre vraiment en avant-première une image qu'il m'a livrée hier. Et donc, c'est un plan sur lequel il est en train de travailler. Nous avons une vue de Marseille, là c'est une vue verticale, mais nous aurons des vues obliques, de Marseille au VIe siècle avant notre ère, au 1er siècle, au VIe siècle, au XIIe siècle et au XVIIIe siècle, depuis le même point de vue. Donc, et on va réaliser une immense fresque pour montrer l'évolution du paysage urbain à Marseille, depuis la fondation de la ville jusqu'au XVIIIe siècle. Et grâce au savoir-faire de Jean-Claude Golvin et à tous les archéologues qui mettent à disposition leurs données de fouilles, on va arriver à proposer un portrait robot de Marseille assez éloquent. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et si vous voulez noter mon adresse mail, bien entendu, on peut poursuivre les échanges. Merci. Il y a peut-être des questions ou... Oui. Oui, j'aimerais savoir, vous avez montré la carrière, ce qui va rester. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec l'image précédente de la carrière, oui, à quel endroit ça se situe? Bien sûr. Ce qui va rester. Ce que vous voyez, c'est ça. Cette partie-là de l'image, la partie la plus haute de la carrière. Par chance, cette partie-là, ce front de taille, est le front qui correspond à l'époque archaïque, c'est-à-dire à la plus ancienne période d'occupation de la carrière. Donc, et on a des traces de carriers, on a ici, sur ce flanc-là, on a des traces qui ont été faites par les carriers il y a 2500 ans, et ces traces, on devrait pouvoir les préserver aussi. Et on a donc réalisé tout un modèle 3D de cette carrière pour pouvoir proposer une visite virtuelle, en quelque sorte, de la carrière, lorsqu'on sera sur place, mais aussi, évidemment, à la maison. Mais l'image que vous voyez là, c'est-à-dire ce chicot-là, correspond à cette partie-là. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Il y a déjà eu des fouilles dans le port antique et subaquatique et on a des Alors, effectivement, il n'y a pas eu de fouilles systématiques, mais le Drasme a réalisé en 2013, il y était prévu une installation artistique qui ne s'est pas faite, mais qui a nécessité qu'au pied du Fort Saint-Jean, on découvre et que le Drasme fasse un sondage archéologique. Donc on a quelque chose d'intéressant. Le port antique est dragué dès la fondation de la ville. Et nous avons conservé dans notre musée des bateaux dragues
enfin plutôt des bateaux d'évacuation des déchets issus des dragueuses, que l'on appelle des maris salopes, ou que l'on appelle également des chalands à clapet, ça fait plus scientifique. Ces chalands à clapet sont des bateaux qui étaient des bateaux vides d'ordures en quelque sorte, qui permettaient d'évacuer au large à la sortie du port, en l'occurrence devant la plage du Catalan. Et David Jaoui, qui est dans la salle, a fouillé d'ailleurs, je crois que tu as fouillé avec Luc. On avait fait des prospections sur la rive, effectivement on avait trouvé un matériel très mélangé, très... Ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est qu'on avait fait un sondage profond à un moment donné. Ça donne une idée du versement des couches. Et au fond, on a trouvé un calibre, un gros calibre, avec le numéro rayé. Et avec la balistique, en le donnant à la police, on a appris plus tard qu'il avait servi à tuer 2 personnes. Ah ben voilà. Donc, soit il n'y a pas eu de chance, soit il y en a partout. Je ne sais pas. Ensuite, on a des découvertes fortuites qui sont faites qui sont documentées. Là, on a par exemple, on est en train de travailler sur un scaphandrier de la fin du 19e siècle, enfin qui est précoce, un scaphandrier pied lourd des années 1860, qui a été repêché dans les années 1930, un peu fortuitement, dans le Vieux-Port. Et donc, on est en train de mener une enquête sur cet objet. Donc, c'est pas un objet antique. Et on discute en ce moment même avec le DRASM sur la possibilité peut-être de réaliser des opérations ciblées dans le Vieux-Port, parce que, bien entendu, malgré le fait qu'il était dragué et qu'il y a peu de chances qu'on ait l'équivalent des contextes archéologiques comme vous les avez ici en rive droite du Rhône, avec des sites qui ont été comme ça fossilisés sous les alluvions du fleuve. On a peu de chances malgré tout vu l'importance des aménagements du port. Par contre, à terre, et notamment sur le port antique, devant le musée, on a encore des espaces qui sont vierges d'archéologie. Donc c'est peut-être dans des fouilles terrestres que l'on va faire des découvertes qui sont en lien avec des sites maritimes à Marseille. Mais oui, c'est une vraie question. Je vais te poser une question. Je sais que c'est pressé, mais une question, parce qu'on ne va pas avoir le temps de discuter. Le musée des docks, qu'est-ce qui va se passer? On m'a dit qu'il allait y avoir des fouilles, qu'il y avait une construction finalement qui était un peu artificielle au niveau de la présentation. Alors, on parle David me pose la question de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce site, il est fermé au public. On a évacué les collections qui sont dans les vitrines et on a entièrement démonté ce site. Pourquoi ? Parce que nous avions des gros problèmes d'étanchéité avec les immeubles en dessus. C'est un immeuble d'habitation et régulièrement, des inondations, une salle de bain, une canalisation qui pète. Bon, on se faisait inonder régulièrement. Or, c'est un musée de France, c'est-à-dire qu'on a des obligations vis-à-vis de l'État. Bon. Donc la décision a été de dire on va plutôt se focaliser sur ce site archéologique et on va mettre au second plan l'appellation de musée et on va plutôt affirmer ce site. Ce que l'on va faire ici, c'est donc, en effet, on va commencer par reprendre les fouilles archéologiques. À partir du début de l'année 2026, on va mener une opération programmée pluriannuelle dans ce site que l'on va démonter, car les photographies des années 50 qui ont été faites par les quelques archéologues qui ont travaillé dessus nous montrent que ce que vous voyez là, en fait, est un remontage artificiel. C'est un peu un décor. Le site est bien un site d'entrepôt, mais il a été, somme toute, remonté parce que ce site avait été laissé à l'air libre pendant plusieurs mois, il avait été vandalisé. Et donc ce vandalisme fait qu'on n'a pas pu faire autrement que de remonter avec des morceaux de dolia, et on a refabriqué des jarres, mais de manière artificielle. Donc notre intention est déjà d'aller voir un peu plus clair ce qui se passe dans ce site archéologique, et de proposer une campagne de restauration du site archéologique qui tienne compte en fait, des données de l'archéologie. Et on va proposer, en lieu et place du musée et de ces objets, on va proposer un parcours autour de ce site archéologique, eh bien, un peu sur ma conférence, c'est-à-dire sur une histoire de l'archéologie à Marseille, et sur les enjeux de l'archéologie urbaine dans cette ville, Marseille, la ville antique sans antiquité. Ça sera un petit peu l'accroche de ce lieu qui est donc ce que l'on appelle un centre d'interprétation de l'archéologie urbaine. Pas de collection, mais plutôt des films, des images, pour que les gens comprennent qu'ils sont là dans un site qui est lui-même le résultat d'un aménagement et d'une volonté politique, à l'époque, puisque c'est sans volonté politique, vous le savez bien, l'archéologie urbaine est vouée à disparaître. Et il n'y a pas une ville de France dont les vestiges préservés ne seraient pas le résultat d'un combat politique ou d'une personnalité politique qui se serait positionnée pour ou contre. En tout cas, nos élus locaux, le maire d'Arles a une responsabilité de ce point de vue-là, comme tout maire de France, très importante. Et c'est des fois des compromis pas simples.
à trouver. Donc oui, c'est donc une fouille 2026 et à partir de 2027, des aménagements muséographiques, plutôt pour un centre d'interprétation de l'archéologie urbaine. C'est plutôt ça. Et ce qu'il y a dans les vitrines, c'est où? C'est chez nous et ça a été restitué au Drasme, puisque beaucoup de ces objets étaient issus des fouilles subaquatiques en rade de Marseille. Nous les avons donc rendus à leur propriétaire, qui est l'État. Mais les objets ont été préservés. Mais quand on a démonté le musée, qu'on a vu l'état des vitrines, des socles, on a compris qu'il était urgent d'agir. Il était vraiment déraisonnable de maintenir sans protection ce site. Votre conférence a été vraiment remarquable. Je vous remercie de Merci. clarté et de tour d'horizon rapide et très clair. Ma question, c'est avant la construction de tout le complexe de la bourse, pourquoi cet endroit était vide et depuis quand? Depuis la fin du XIXe siècle, les maires précédents de Marseille avaient pensé des projets. Et ils ont donc procédé à des démolitions dont on a les archives photographiques. Et ce quartier, qui était un quartier médiéval, le quartier dit de la Blanquerie, où étaient des petits métiers autour du métal, en particulier des petits métiers d'artisans. Ce quartier a été foutu par terre parce que la ville avait des ambitions d'immeubles, de construction, et qu'elle n'a jamais réussi à mener. La Première Guerre mondiale, évidemment, a fait cela. La crise politique à Marseille dans les années d'entre-deux-guerres, avec des régimes Carbone et Spirito, je donne eux parce que c'est un nom célèbre aujourd'hui, mais le paysage politique marseillais n'était pas en capacité, avec cette mise sous tutelle après l'incendie des Nouvelles Galeries en 1937, enfin, il y avait une crise politique dans cette ville qui fait qu'elle n'a pas pu porter un grand projet tel que Gaston Defferre a pu finalement réussir à l'imposer. Donc cette dent creuse, elle fait la stupéfaction de toutes les personnes qui passent par Marseille. Walter Benjamin a écrit des textes extraordinaires sur ce quartier-là, parce qu'il vivait à Marseille. Et Albert Londres a écrit des choses sur ce quartier, qui était une énigme, qui était à la fois un terrain de boules, un jeu de fêtes foraines, un endroit qui était un parking. Les bases américaines, en 1945-1946, les Américains se sont installés là pendant 1 an. Donc nous, on a une documentation photographique qui vous montre ce quartier, si vous voulez, qui est une dent creuse, qui est un raté d'urbanisme marseillais. Depuis les années 1910. Voilà, dernière destruction des quartiers médiévaux, 1910, et premier coup de pioche, 1967, et l'arrivée des archéologues, 1967. Il y avait une question, je crois, monsieur. Oui. Vous avez dit qu'au quartier du Panier, on marchait actuellement sur les trottoirs, c'est les mêmes que de l'époque de oui. Pourquoi il n'y a pas eu de construction par-dessus? Non, mais parce qu'en fait, on réutilisait les matériaux de construction sur place. Donc, on n'a pas cherché à sédimenter la ville, à la construire sur elle-même. Dans certains quartiers, vous êtes quasiment sur le terrain géologique, vous êtes à nu, et vous n'avez pas de contexte archéologique. Oui, la place des Moulins, c'est un très bon exemple. Vous avez la place des Moulins, qui est effectivement à Marseille, une place où se trouvait l'acropole de la ville grecque. Eh bien, vous n'avez quasiment pas de stratigraphie en place. Donc, mais Arles aussi, si vous êtes sur la hauteur, vous n'avez pas de stratigraphie en place non plus, pour les mêmes raisons. Comme l'équipe de football s'appelle l'Olympique de Marseille, est-ce que dans les vestiges, on n'aurait pas trouvé des traces de football qui fassent le lien avec les Jeux Olympiques antiques? Alors, on a trouvé, c'est marrant parce qu'on prépare une exposition sur la pétanque, figurez-vous, là, qui va ouvrir ses portes le 1er juillet et quelques jours de la Marseillaise à pétanque. Et on va installer sur le site archéologique du musée un boulodrome pour que les Marseillais, les visiteurs de cette exposition, puissent visiter l'exposition et jouer à la pétanque en sortant du musée. Eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé une photographie qui date des années 1969-70, à l'endroit précisément où nous allons jouer à la pétanque. Les archéologues ont trouvé des boulets qui remontent au siège de Jules César et qui ont la forme des boules de pétanque. C'est vraiment très drôle de faire cette correspondance et on va même d'ailleurs publier la photographie qu'on va mettre sur le boulodrome pour que les gens en rigolent un peu. Et nous, ça nous a fait en tout cas beaucoup rire de voir. Voilà. Et sur les Jeux Olympiques, en tout cas, je vous parlais du stadium, donc. Et on a une inscription en grec qui nous parle très explicitement du stade.
Et il y a donc aujourd'hui des archéologues, je pense à Marc Bouiron en particulier, qui est le directeur scientifique de l'INRAP, qui connaît très bien Marseille, et qui est en train d'imaginer différentes hypothèses où pourrait se trouver ce stadium. Est-ce qu'il y a une expo actuellement là au musée? Non, en ce moment non. On prépare une exposition donc, sur la pétanque, mais qui est une petite exposition. Et sinon, une exposition sur le fond photographique De Taille. La famille De Taille est une dynastie de photographes qui s'installe à Marseille à partir de 1906, après Nadar. Ils rachètent à Nadar la boutique, le fond, et ils vont photographier de 1906 jusqu'en 2024 Marseille. C'est une même famille, le grand-père, le père et le fils. Et nous avons acheté à Gérard De Taille, vendu à la ville de Marseille, un fonds photographique exceptionnel. On pense qu'il y a à peu près 500 000 photographies qui vous montrent Marseille des années 1880 à nos jours, avec des personnalités, des anonymes. Enfin, ça, c'est extraordinaire. Très bien. Merci en tout cas. Merci. Désolé, ouais, mais...